S'inscrire dans une formation qui apprend à la fois à gérer une entreprise, à innover et même à lancer son propre projet, c'est l'ambition fascinante du but GEA Parcours Entrepreneuriat. Oui, et c'est vraiment une ambition passionnante. Notre mission aujourd'hui, c'est justement de plonger au cœur de ce programme de niveau Bac+3, donc le bachelor universitaire de technologie. La fameuse mention gestion des entreprises et des administrations. Voilà, c'est ça. On va décrypter un peu ce document officiel pour comprendre très concrètement ce que les élèves vont y apprendre. Parce que les intitulés officiels, parfois, ça peut paraître un peu abstrait. Absolument. L'objectif, c'est de traduire ces gros blocs de compétences en réalité quotidienne. Et il faut bien le dire, quand on entend le mot gestion, l'image qui vient souvent à l'esprit, c'est quelqu'un enfermé toute la journée devant des tableaux remplis de chiffres austères. C'est le grand cliché, oui, bah. Alors que ce parcours spécifique, celui orienté sur l'entrepreneuriat et le management d'activité, il englobe des choses tellement plus variées. On parle de communication, de travail en équipe, de création de valeur globale. C'est presque une immersion dans la salle des machines d'une organisation. C'est une excellente façon de le formuler. Et pour comprendre cette salle des machines, la toute première étape, les blocs 1 et 2 du programme, ça consiste d'abord à observer l'environnement extérieur. C'est-à-dire, On ne commence pas tout de suite par créer des choses. Eh bien non, car une organisation, ça ne flotte pas dans un espace vide. Ça évolue dans un écosystème complexe. Il faut comprendre les lois, les règles sociales, la situation économique. d'accord, je vous arrête un instant. Ça semble très pertinent intellectuellement, mais si l'envie c'est de lancer un projet innovant, est-ce que ça ne casse pas un peu l'enthousiasme de devoir se plonger dans le droit ou l'économie dès le départ? L'innovation, c'est l'action, l'énergie, non? C'est une réaction très humaine. Mais foncer tête baissée sans regarder autour de soi, c'est vraiment le meilleur moyen d'aller dans le mur. L'idée géniale, c'est peut-être 5% du succès. Et le reste? Les 95% restants, c'est s'assurer que le monde réel est prêt à accueillir cette idée. C'est marrant, ça me fait penser à une métaphore maritime. Imaginons que notre organisation ce soit un grand navire explorateur. Oui, j'aime bien cette image. L'idée fondatrice, c'est la coque du bateau. Mais avant même de lever l'ancre, le capitaine doit absolument consulter la météo, étudier la force des vents, repérer les courants marins. Cet océan, avec ses tempêtes et ses courants, c'est l'environnement et les concurrents. Mais carrément. C'est exactement ça. Regarder dehors donne la direction, mais ensuite il faut aussi regarder à l'intérieur du navire. Et là, on parle des données. Voilà, le cursus insiste énormément sur la collecte et le traitement de l'information. Les élèves apprennent à utiliser les systèmes d'information et les outils de gestion numérique. Donc, le tableau de bord du navire. Les boussoles, les jauges, le radar. Tout à fait, parce qu'une donnée financière, c'est pas juste un chiffre pour faire joli. C'est un vrai signal qui dit au capitaine s'il peut accélérer ou s'il faut ralentir pour éviter un risque. Imaginons les situations concrètes pour bien illustrer ça. Imaginons le lancement d'un nouveau modèle de vélo électrique écologique. Très bon exemple. Avoir cette idée dans son garage, c'est un excellent point de départ. Mais on se doute que pour que ce vélo roule vraiment dans la rue, la passion ne suffit pas. Ah, ça non. Il va falloir étudier le marché en profondeur. Est-ce que les gens ont le budget pour ce vélo? Est-ce que les villes ont les bonnes pistes cyclables? Et puis, il faut trouver les partenaires pour les batteries, calculer le coût des pièces. Exactement. Et pour gérer cette montagne d'informations, les étudiants apprennent à manipuler des logiciels professionnels très complets qu'on appelle des progiciels de gestion. Donc si je résume, ces fameuses données et cette gestion financière, c'est ce qui transforme une simple belle idée en un projet concret et solide. C'est fascinant de voir ça comme un outil de création. C'est la base de tout. Mais, et c'est un grand mais, même avec le meilleur tableau de bord du monde, le navire n'avancera jamais sans un bon équipage. Ah, on arrive à la dimension humaine, hein. Oui, les blocs 3, 8 et 9 du référentiel, c'est vraiment l'art de la relation et du travail en équipe. On y aborde la communication, les relations avec les parties prenantes. C'est intéressant parce que souvent, on considère le travail en équipe ou l'expression orale comme des compétences un peu secondaires, des bonus. Or là, c'est évalué avec le même niveau d'exigence que la gestion financière. Tout à fait, parce que dans la réalité, la plupart des projets échouent non pas à cause d'une erreur de calcul, mais à cause d'un manque de communication ou d'une mauvaise entente. Organiser un événement caritatif, avec des étudiants qui viennent de plein d'horizons différents. Le défi humain par excellence. Comment on répartit les rôles? Comment on s'assure que tout le monde se comprend, surtout s'il y a des partenaires internationaux dans la boucle? Pour imager ça, pensez à une course de relais sportive. D'accord, sur une piste d'athlétisme. Voilà, le succès ne dépend pas seulement de la vitesse individuelle des coureurs. Ce qui compte le plus, c'est la zone de transmission.
la fluidité avec laquelle on se passe le témoin. Et ce témoin, c'est l'information. Exactement. Si le passage est flou ou brutal, on perd la course. Les étudiants s'entraînent donc à transmettre l'information clairement, à l'oral, à l'écrit et même en langues étrangères. Et tout ça en respectant les règles de la course, j'imagine. Ce qui nous amène à l'éthique, non? Oui, L'éthique, la responsabilité environnementale, l'inclusion des situations de handicap, c'est au cœur de la formation. mais comment on enseigne ça? C'est pas comme une formule mathématique qu'on apprend par cœur. Comment l'étudiant sait s'il est éthique ou non? C'est là qu'intervient une méthode formidable du programme qu'on appelle la démarche autoréflexive. Oula, c'est un terme un peu savant ça. Ça a l'air impressionnant, mais c'est très simple en fait. C'est la capacité de s'observer soi-même en train d'agir. Au lieu d'avoir un simple examen écrit sur l'éthique, l'étudiant va vivre des situations réelles. Des travaux de groupe, des stages, voilà. Et après l'action, on lui demande de faire pause, de se demander pourquoi cette discussion a-t-elle été tendue? Est-ce que j'ai pris en compte l'avis de tout le monde? Ai-je pensé à l'impact écologique de ma décision? Une vraie auto-évaluation pour progresser. C'est brillant. Bon, récapitulons. On a un équipage qui communique parfaitement et on a un cap clair grâce à l'analyse du marché. Maintenant, qu'est-ce qu'on construit concrètement? C'est la troisième grande étape. Les blocs 4 et 5. La création de valeur et la conception de la stratégie. C'est là qu'on entend parler de business model et de business plan, je suppose. Deux termes qu'on confond souvent d'ailleurs. C'est vrai, la confusion est fréquente. Le business model ou modèle d'affaires, c'est la mécanique de votre projet. Comment ça fonctionne intellectuellement? C'est-à-dire, Quelle valeur on apporte, à qui et comment le client y accède. C'est vraiment la stratégie globale. et le business plan? Le business plan, c'est la traduction chiffrée de cette stratégie. C'est le document qui va prouver, chiffre à l'appui, que la mécanique imaginée est financièrement viable et rentable sur le long terme. D'accord. Imaginons la conception d'une application mobile innovante pour aider les étudiants à trouver des stages. Le business model va définir si l'application est gratuite avec des publicités ou si elle marche par abonnement. C'est ça. Et le business plan va prouver aux banquiers que les publicités payeront bien les serveurs et les développeurs. Parfaitement résumé. Mais concevoir l'idée ne suffit pas. Il faut la développer de A à Z. Les étudiants abordaient donc les choix juridiques, la gestion des ressources humaines, le marketing. Et la fameuse supply chain, la chaîne d'approvisionnement. Alors pour une usine de voitures, je vois bien, mais pour notre application mobile de stage. La supply chain, c'est universel. Pour une application, c'est organiser de manière fluide tout ce qui permet de fournir le service. La gestion des serveurs informatiques, le traitement des données, le support technique. Pour que l'expérience de l'utilisateur soit sans accroc. Exactement. C'est tout un ensemble opérationnel à maîtriser. Il y a un point crucial que je voudrais clarifier. Le terme entrepreneuriat est dans le titre du BUT. Est-ce que ça veut dire que l'étudiant doit obligatoirement fonder sa propre entreprise naissante dès l'obtention de son diplôme? Ah, c'est une excellente question. Et la réponse est non, absolument pas. L'entrepreneuriat, c'est d'abord un état d'esprit, une posture orientée vers la résolution de problèmes. Donc on peut utiliser ses compétences ailleurs. Évidemment, c'est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Les grandes organisations, les associations, les institutions recherchent des profils capables d'innover de l'intérieur. C'est logique. Concevoir un nouveau service dans un hôpital ou lancer une nouvelle offre dans une grande banque, ça demande de faire une étude de marché, un business plan, de fédérer une équipe. Exactement les mêmes compétences que pour un créateur indépendant. Et pour faire tout cela aujourd'hui, j'imagine que le numérique est omniprésent dans le parcours. C'est la toile de fond de tous les apprentissages, oui. Les blocs 6 et 7 s'y consacrent. On apprend à utiliser les outils professionnels avec sécurité. La sécurité, c'est devenu incontournable avec les cyberattaques. Oui, la protection des données est vitale. Mais il y a un autre aspect encore plus important avec le numérique aujourd'hui. C'est l'esprit critique. Trier le vrai du faux sur Internet. Exactement. Trouver l'information, c'est facile. Savoir si elle est fiable, pertinente et l'analyser pour prendre une décision stratégique, c'est une vraie compétence professionnelle. Surtout quand des emplois ou de gros budgets sont en jeu. Alors, avec ce bagage aussi large, finance, marketing, ressources humaines, éthique, numérique, vers quels horizons professionnels se dirigent ces étudiants? Les débouchés sont incroyablement variés. Beaucoup deviennent des gestionnaires polyvalents, de vrais piliers pour la pérennité d'une organisation. D'autres s'orientent vers le développement d'affaires en devenant business développeurs. Ceux qui cherchent de nouveaux marchés. C'est ça. On en retrouve aussi beaucoup dans les banques ou les assurances, comme chargés de clientèle professionnelle. Ils comprennent parfaitement les besoins des dirigeants puisqu'ils ont étudié les mêmes rouages. Et bien sûr, il reste la voie de la création de sa propre micro-entreprise. Bien sûr,
C'est fortement encouragé pour ceux qui le souhaitent. Moi, j'aime beaucoup utiliser l'analogie de l'architecture pour décrire ce type de formation. Pendant des années, on apprend la résistance des matériaux, comment tracer des plans, comment respecter les règles d'urbanisme. C'est une très belle image. Et une fois qu'on maîtrise cette science de la construction, on a une liberté immense. On peut choisir de bâtir des maisons individuelles, de construire des musées majestueux, ou même de jeter des ponts entre des territoires. La technique de base est la même, mais les possibilités sont infinies. C'est tout à fait la philosophie de ce BUT, s'adapter et construire. D'ailleurs, ça m'amène à une réflexion plus profonde pour clore notre analyse. Je vous écoute. On parle beaucoup d'emploi, de carrière, mais comprendre la gestion, décoder l'environnement économique, c'est bien plus qu'une préparation professionnelle. C'est-à-dire, ça va plus loin. Oui, c'est acquérir une liberté fondamentale, la liberté de comprendre comment notre société fonctionne. Avec ces clés, on n'est plus un simple spectateur de l'économie, on devient un acteur capable d'agir et de transformer le monde selon ses propres valeurs. C'est une perspective formidable pour la jeunesse et ça donne une vraie noblesse à l'étude de la gestion. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette exploration avec nous aujourd'hui. Et pour aller plus loin, il est possible d'écouter d'autres podcasts sur d'autres formations, sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur le YouTube Choisis ta formation et ton métier.